Los Angeles possède l'un des espaces aériens les plus fréquentés du monde. En 2008, en l'espace d'un mois, près de 60 millions de passagers sont arrivés en ville ou l'ont quitté par la voie des airs. On dénombre 25 aéroports sur une surface de 18 000 km², employant près de 300 contrôleurs aériens. Le 31 août 1986, le temps est clair et la visibilité de 22 km. À 11h46 du matin, la tour de contrôle de LX autorise la descente du vol Aéromexico 498. À son bord, 58 passagers et 6 membres d'équipage. 6 minutes plus tard, le TC-9 disparaît des écrans radars. Un amateur a photographié l'avion en pleine chute. Plusieurs tonnes d'aluminium et de pièces sont tombées de façon incontrôlable. Le DC-9 s'écrase sur Cerritos, une banlieue de Los Angeles. Il y avait des flammes et de la fumée partout. Les dégâts étaient gigantesques, c'était le chaos. Les secours font une macabre découverte. L'épave appartient à 2 avions. Dans la cour d'une école, ils découvrent le fuselage d'un petit monomoteur. 67 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie, ainsi que 15 personnes au sol. Les enquêteurs doivent maintenant comprendre comment 2 avions ont pu se percuter par temps clair dans un espace aérien aussi surveillé. Deux avions se sont percutés en plein vol au-dessus de Los Angeles et les enquêteurs doivent trouver pourquoi. En vérifiant les plans de vol, ils découvrent que le petit monomoteur a quitté un aéroport local 12 minutes avant le crash. Il est monté trop haut, est entré dans l'espace aérien de la tour de contrôle de LX et s'est placé sur la trajectoire du vol Aéromexico 498. La tour de contrôle ignorait sa présence. L'équipage du vol Aéromexico l'ignorait également. De toute évidence, le petit Piper pensait être en sécurité dans cet espace aérien, mais il se trompait et il a percuté l'autre avion. Tous les pilotes connaissent la règle de base pour éviter les collisions. On l'appelle voir et éviter. C'est une méthode très rudimentaire qui marche à peine une fois sur 2 en simulateur. Les petits appareils sont très difficiles à repérer, surtout quand ils représentent une menace, car ils arrivent le plus souvent de front et sont à peine visibles. Ces 2 avions survolent l'Arizona en fonçant délibérément l'un vers l'autre. On se rapproche de l'autre appareil. Il est à 27 km devant nous. Notre vitesse est d'à peu près 400 nœuds, un peu moins de 740 km/h. La vitesse combinée des 2 avions est donc de 1400 km/h. Ils s'intercepteront dans une poignée de secondes. Ce n'est que maintenant que le copilote distingue l'autre appareil. Le voilà. Ils l'ont vu et n'ont que quelques secondes pour l'éviter. Il est à gauche. Si les pilotes n'avaient pas cherché à repérer l'autre avion, les 2 appareils se seraient probablement percutés. L'œil humain distingue très mal les points à l'horizon. Quand on vole vers un autre appareil, le point reste immobile et il est très dur à repérer, même par temps clair. Il ne parle plus. Les chercheurs du MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, ont étudié l'efficacité du voir et éviter. Lors de la catastrophe aérienne de Cerritos, les avions se rapprochaient à près de 300 nœuds. Ça signifie que pour pouvoir éviter l'autre avion, il fallait le repérer à 1,5 km de distance, soit environ 13 secondes avant la collision. À une telle distance, le Piper était gros comme une pièce de 1 centime placée à 12 mètres. Les inconvénients du voir et éviter deviennent évidents dans les années 50 avec l'accroissement de la vitesse des avions. En 1956, une collision en plein vol au-dessus du Grand Canyon tue 128 personnes. À l'époque, c'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire et un avertissement brutal. C'est pourquoi la création d'un système anti-collision est lancée. Mais 6 mois plus tard,
les chercheurs comprennent que cette quête restera impossible tant que la technologie ne se sera pas améliorée. À la fin des années 70, l'électronique aéronautique a beaucoup progressé. Les appareils sont équipés d'un transpondeur qui permet d'éviter les collisions en plein vol. Grâce aux signaux des transpondeurs et à des récepteurs au sol, la tour de contrôle connaît la position d'un avion, son altitude et son indicatif radio. Mais les transpondeurs ne sont pas infaillibles et les pilotes doivent être avertis par les aiguilleurs du ciel. En 1978, en approchant de San Diego, un 727 percute un petit avion. 137 personnes trouvent la mort. Touché par cette tragédie, John Andrews et son équipe au MIT mettent au point un système anti-collision baptisé TCAS. Ils souhaitent développer un système d'avertissement intégré au cockpit capable de signaler au pilote la proximité d'un autre appareil. Des heures et des heures de tests ont été effectués pour perfectionner le système et être certain de son bon fonctionnement une fois installé. John Andrews teste son prototype lors d'une reconstitution de la catastrophe de San Diego. On a équipé un 727 et un avion plus petit, exactement les mêmes modèles que lors du crash. Tous deux ont volé avec le TCAS afin de savoir si cet équipement électronique aurait pu permettre d'éviter l'accident. La réponse était oui. Le système était opérationnel et pouvait fonctionner avec les transpondeurs déjà en place. Le TCAS envoie un signal au transpondeur situé dans un rayon de 64 km. Les transpondeurs des avions alentours transmettent alors leur altitude, leur vitesse et leur indicatif radio. Si deux appareils risquent de se percuter, le TCAS demande à l'un de monter et à l'autre de descendre. Mais ce système coûte très cher, 44 000 € pièce. Pendant un certain temps, beaucoup ont rechigné à dépenser une telle somme pour équiper les vols commerciaux. Cette technologie était considérée comme trop coûteuse. 8 ans plus tard, la collision aérienne au-dessus de Cerritos n'est pas sans rappeler la catastrophe de San Diego. L'accident tragique de Cerritos a largement contribué à faire sortir le TCAS du stade expérimental pour devenir un équipement utilisé quotidiennement. Après le drame de Cerritos, la FAA rend obligatoire le TCAS sur tous les gros appareils américains. En 1993, il est exigé sur tous les avions transportant plus de 30 personnes. Trafic. Aujourd'hui, chaque avion qui entre dans l'espace aérien américain se doit d'en être équipé. Le TCAS a sauvé un grand nombre d'appareils, y compris l'un de ceux que j'ai pilotés. On aurait probablement percuté un petit avion au-dessus de la Floride sans l'avertissement du TCAS. J'ai volé pendant près de 20 ans avec le voir et éviter. Et 20 ans de plus avec le TCAS. C'est le jour et la nuit. Il nous arrive de rencontrer des pilotes. Et quand ils apprennent que nous avons travaillé sur le TCAS, très souvent, ils nous racontent comment notre système leur a sauvé la vie. Le 1er juin 1999, le vol American Airlines 1420 reliant Dallas à Fort Worth entame son approche finale à Little Rock, dans l'Arkansas. Alors que l'appareil se dirige vers la piste 4R, il traverse un orage. C'était la nuit. Il y avait un gros orage et l'avion était très en retard. Il a atterri sur une piste détrempée par la pluie avec un vent en rafale. Il a dû atterrir à une vitesse très élevée à cause des conditions météo. Il a dévié sur le côté, puis redressé. Il a quitté la piste à toute allure. On ne s'est pas arrêté, on a glissé. Une hôtesse nous a crié de nous accrocher. Il a voulu faire tourner l'avion et on a dérapé. Je me suis accrochée et j'ai prié pour revoir mes parents. La majorité des 146 personnes à bord a survécu. Mais le pilote et 10 passagers ont trouvé la mort. L'avion a fini sa course au bord de la rivière Arkansas.
les enquêteurs ont reconstitué les derniers instants du vol. L'avion a quitté la piste d'atterrissage à toute allure, puis il a percuté une passerelle et s'est brisé en 3 sections avant de prendre feu. D'après les enquêteurs, le pilote n'aurait pas dû tenter d'atterrir au beau milieu d'un orage de niveau 6, c'est-à-dire le degré maximal. L'accident est classé dans la catégorie dépassement de piste. La plupart de ces accidents ne font pas les gros titres. Ce sont des non-événements qui se résument à un avion coincé dans la boue. Pourtant, les dépassements de piste arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Rien qu'aux États-Unis, on en compte un tous les 10 jours, aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage. Ils sont responsables d'un quart des décès de l'aviation. Le vol Southwest Airlines 1455 a fait une sortie de piste en atterrissant à Burbank, en Californie, et s'est arrêté juste devant une station-service. Les autorités fédérales déclarent qu'il devrait y avoir plus de 25 mètres entre un 737 en accélération et un quartier très peuplé. La FAA recommande une zone de sécurité de 300 mètres supplémentaires en bout de piste. Mais la plupart des aéroports américains ont été construits avant l'ère des réacteurs, pour des avions à hélice qui avaient besoin de moins d'espace pour décoller et atterrir. Les aéroports les plus anciens n'ont d'ailleurs pas la place de s'agrandir. C'est le cas de Little Rock, l'un des plus vieux aéroports des États-Unis. La zone de sécurité de la piste 4R ne mesure que 140 mètres, soit moins de la moitié de ce que recommande la FAA. L'aéroport international JFK de New York est encore plus limité, car il est bordé d'eau sur 3 côtés. Le 28 février 1984, un DC-10 quitte la piste 4 et termine sa course dans la Jamaica Bay. Les 177 passagers et membres d'équipage ont miraculeusement survécu. Pam Phillips est responsable de l'exploitation aéronautique à JFK. Après ce dépassement de piste, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour faire avancer les recherches et trouver des solutions nouvelles, jamais envisagées jusqu'ici. Il faut trouver un moyen de stopper les avions rapidement et sans danger avant leur sortie de piste. Les chercheurs se tournent d'abord vers les porte-avions, le seul endroit où cette méthode est employée quotidiennement. Le système d'appontage peut stopper un avion militaire volant à 350 km/h en seulement 180 mètres. Les avions de l'aéronavale sont conçus pour absorber le choc colossal que cela génère. Mais les avions de ligne sont radicalement différents. Avec un arrêt aussi brutal, l'appareil serait endommagé et les passagers blessés. Les chercheurs vont devoir inventer un tout nouveau système. Après un crash à l'aéroport JFK de New York en 1984, les scientifiques cherchent un moyen sûr d'immobiliser les avions pour éviter les dépassements de piste. Le système d'appontage des porte-avions a d'abord été envisagé, mais si un avion de ligne est brutalement arrêté, une grande partie de son énergie cinétique rebondit et provoque des dégâts sur l'appareil et ses occupants. Ce qu'il faut, c'est un matériau qui puisse absorber cette énergie cinétique et arrêter l'appareil de manière contrôlée. La FAA s'intéresse tout particulièrement à ce qu'on appelle la mousse phénolique. Elle est légère, rigide et écrasable. Ce n'est pas la mousse rose à laquelle on pense pour isoler sa maison. C'est une mousse ferme qui ressemble à celle qu'utilisent les fleuristes pour planter des fleurs. Le problème, c'est que cette mousse est inflammable. En cas d'accident et de fuite de carburant, la mousse pourrait absorber le kérosène et alimenter un incendie. C'est un échec, mais les scientifiques n'abandonnent pas pour autant l'idée de la mousse. Ils se tournent alors vers un béton mousse, un béton spécial mélangé à du savon liquide qui emprisonne les bulles d'air. Il est solide, mais beaucoup plus léger que le béton normal et ininflammable. On pensait vraiment être sur la bonne piste avec ce matériau cellulaire. Il est résistant, mais par certains côtés, il est aussi très fragile.
Ce béton est suffisamment solide pour résister au souffle des réacteurs jusqu'à 185 km/h, ainsi qu'aux écarts extrêmes de température que connaissent les pistes nord-américaines. D'après les simulations informatiques, il est aussi suffisamment fragile pour céder sous le poids d'un avion. En s'écrasant, le béton mousse absorbe l'énergie de l'avion et le ralentit progressivement. C'est comme essayer de faire du vélo dans du sable. Les enquêteurs pensent avoir trouvé la solution, mais il faut d'abord la tester. Le premier essai a été réalisé en mai 1996 avec un lit de béton de 116 mètres de long et de 12 mètres de large. Nous avions emprunté à la FAA un Boeing 727. L'avion roule à 80 km/h. Quelques employés étaient à bord. Le 727 atteint le lit de béton mousse. Le train d'atterrissage absorbe le choc. Les 40 tonnes de l'appareil sont rapidement immobilisées. Le plus étonnant, c'est que l'avion s'est arrêté 5 mètres plus tôt que ce que notre ordinateur avait calculé. Tout le monde était fou de joie. Il s'était arrêté comme prévu. On ne pouvait pas rêver mieux. Ce système d'arrêt d'urgence est baptisé IMAS. Quelques mois plus tard, le premier lit IMAS est installé au bout de la piste 4 à l'aéroport JFK. Le 8 mai 1999, Pam Phillips reçoit un appel. C'était le jour de la fête des mères. Il pleuvait et il faisait gris. Je n'oublierai jamais ce coup de téléphone. Un Saab à turbopropulseur a atterri trop long et a été arrêté par le lit IMAS. J'ai foncé à JFK. Personne n'était blessé et l'avion n'était pas endommagé. Tout s'est passé comme les tests l'avaient prévu, sans le moindre problème. 4 ans plus tard, le lit IMAS immobilise un avion cargo MD-11. Puis en 2005, le matériau réussit son plus gros exploit en stoppant un 747 de 300 tonnes qui fonçait à 125 km/h. À ce jour, il a été installé dans 30 aéroports américains, y compris la piste 4R de Little Rock. IMAS est sans nul doute le dispositif de sécurité le plus révolutionnaire qu'ait connu l'aviation civile au cours de ces 20 dernières années. C'est une certitude. Le 2 septembre 1998, le vol Swissair 111 à destination de Genève transporte 229 personnes. Il survole le Canada à 10 000 mètres d'altitude. Le contrôleur aérien Bill Pickrell a bientôt fini sa journée de travail. À 22h15 heure locale, on a appris qu'un vol de la Swissair était dévié vers Halifax pour effectuer un atterrissage de précaution. Swissair 111, déclarons panne. Il y a de la fumée dans le cockpit. Demandons déroutement immédiat. Un panne est un signal d'urgence dont la gravité est moins élevée que celle d'un signal de détresse. Il ne pensait pas que c'était grave, mais l'avion s'apprêtait tout de même à survoler l'Atlantique Nord. Des précautions doivent être prises avant l'atterrissage. On doit larguer du kérosène. Peut-on le faire dans cette zone pendant la descente? Pouvez-vous faire demi-tour vers le sud ou voulez-vous rester plus près de l'aéroport? Stand-by, un instant. Il n'y avait aucune urgence dans la voix du pilote. Nous ne pouvions pas deviner que la situation à bord s'aggravait. Nous sommes entre 12 000 et 5 000 pieds. Déclarons urgence à 0124. Swissair 111, check, vous pouvez larguer le kérosène. La réponse du pilote est brutalement interrompue. Sans contact radio, Bill Pickrell ne peut que fixer son écran radar, tandis que l'avion vole de manière erratique vers la mer, avant de disparaître.
Pendant les 5 ou 6 minutes qui ont suivi, je me suis senti totalement impuissant. Je craignais le pire, j'étais certain qu'il était tombé dans l'eau. Le vol Swissair 111 a plongé dans l'océan Atlantique à 10 km des côtes de la Nouvelle-Écosse. J'ai entendu un gros boom au-dessus de la maison. Pas comme une explosion, mais plutôt comme le bang d'un avion. Ça a secoué les fenêtres. Les habitants se précipitent au secours des passagers. Larry Vance de la TSB, la sécurité des transports canadiens, regarde les informations à la télé. Ils ont fait un flash spécial. J'ai dit à ma femme qu'on allait sûrement m'appeler. Alors j'ai attendu près du téléphone. Une enquête est immédiatement ouverte. L'équipe d'investigation est basée à Peggy's Cove, un village de pêcheurs. L'humeur était plutôt morose. Nous avions 200 corps dans l'océan. C'était la plus grosse enquête que la TSB ait lancée et à laquelle nous ayons participé. Les boîtes noires sont rapidement retrouvées, mais elles ne révèlent rien. Sans qu'on sache pourquoi, les enregistrements ont été interrompus 6 minutes avant le crash. La clé du mystère repose désormais au fond de l'océan. L'avion s'est brisé en 1000 morceaux au contact de l'eau. Chaque pièce du puzzle doit être retrouvée, remontée et examinée. Mais l'épave repose par 55 mètres de profondeur. Cette gigantesque opération coûte plus de 22 millions d'euros. Au bout de 15 mois, 98% de l'appareil a été repêché. Chaque morceau est minutieusement lavé, classé et examiné dans un hangar. Mais le premier indice réside dans les paroles du pilote. Il y a de la fumée dans le cockpit. Demandons déroutement immédiat. Les restes de l'épave sont calcinés. On a retrouvé du plastique fondu dans le cockpit. Les commandes ont brûlé et les câblages ont été détruits. De toute évidence, un grave incendie s'est déclaré à bord. Et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle les enregistreurs de données ont arrêté de fonctionner 6 minutes avant le crash. Afin de trouver l'origine de l'incendie, l'équipe reconstitue les 9 mètres de l'avant de l'appareil. On a reconstruit l'avion sur une armature afin de visualiser l'étendue des dégâts causés par l'incendie. Nous voulions savoir où il avait commencé et jusqu'où il s'était propagé. Les enquêteurs découvrent que l'incendie s'est déclaré au-dessus du cockpit, dans une zone surnommée le grenier. Un incendie caché est ce qui peut arriver de pire à bord d'un avion. S'il n'est pas détecté, et à moins qu'il ne s'éteigne tout seul pour une raison quelconque, les flammes vont se propager dans l'appareil et finiront par provoquer sa chute. Si le feu s'est déclaré dans le grenier, l'incendie est probablement d'origine électrique. 230 km de câbles courent dans tout l'appareil. Et le grenier renferme des milliers de fils. Après 4 ans d'enquête, la source de l'incendie est enfin identifiée. Le coupable est un câble électrique de 15 cm appartenant au système de divertissement du bord. Les enquêteurs pensent que ce fil a frotté contre un support métallique. Un arc électrique, provoqué par le cuivre mis à nu, a déclenché l'incendie. Les flammes ont détruit les câbles électriques reliés aux instruments de vol, entraînant la chute de l'avion dans l'océan. Le seul matériau à proximité des câbles était la couverture isolante de l'avion, pourtant censée être inflammable. Les enquêteurs examinent alors le revêtement ignifuge qui recouvre la couverture, du mylar métallisé. Les tests de normes industrielles, comme celui-ci, montrent que lorsqu'il est exposé aux flammes, le revêtement rétrécit, mais ne brûle pas. Mais le test est remis en question. En effet, plusieurs rapports signalent que le mylar métallisé est bien inflammable. La FAA met alors au point un test plus rigoureux qui reproduit de manière beaucoup plus réaliste l'incendie d'un avion. On appelle ça un essai au panneau radiant. Les résultats sont alarmants. Nous étions très inquiets.
Nous avions peur qu'il y ait d'autres incidents. C'est pourquoi la FAA a fait passer une consigne de navigabilité exigeant le retrait du mille-armes métallisé de plus de 700 appareils. Le mille-armes métallisé est retiré de tous les avions. Les scientifiques lui cherchent alors un remplaçant qui ne brûlera pas. Ils découvrent un matériau baptisé Kapton, dérivé de l'isolant utilisé pour les fils électriques. Sa composition chimique produit un résidu charbonneux lorsqu'il est exposé à la chaleur. Ce résidu lui permet de résister aux flammes. C'est lui qui empêche le matériau de prendre feu et de brûler. Le Kapton réussit haut la main le test du bec benzène et du panneau radiant. Mais pour ne prendre aucun risque, la FAA lui fait subir l'essai ultime. 15 secondes sous une flamme à 980 degrés. À pareille température, l'avion fondrait littéralement. Ce qui compte, c'est qu'une fois la flamme éteinte, le feu ne se propage pas et s'éteint de lui-même immédiatement. Ce matériau remarquable qui tapisse le fuselage des avions garantit que l'horreur d'un incendie caché ne se reproduira plus jamais. Il est 18h à l'aéroport international de Los Angeles, l'heure la plus chargée pour la tour de contrôle. Le 2 février 1991, le vol USR Unité 493 arrive de Syracuse, dans l'État de New York. Lors de son approche finale, le pilote demande l'autorisation d'atterrir. USR Unité 493, direction ouest, piste 24 gauche. USR Unité 493, autorisation d'atterrir, piste 24 gauche. La visibilité du pilote est fortement réduite par le soleil couchant. Soudain... Qu'est-ce que c'est ? À leur arrivée, les services d'urgence font une découverte ahurissante. Les pompiers ont découvert au bout de 4 minutes qu'un second avion était impliqué dans l'accident. Ils ont compris que l'hélice ne pouvait pas appartenir au 737. Et ils sont retournés chercher les restes de l'autre avion. L'hélice appartenait à un turbopropulseur de SkyWest qui attendait sur la piste 24 gauche l'autorisation de décoller. Les 12 personnes qu'il transportait ont été tuées, ainsi que 22 passagers à bord du 737. John Cox se rend rapidement sur les lieux pour enquêter. Le 737 était très endommagé par la collision et l'incendie qui a suivi. L'autre avion était écrasé sous le Boeing. C'était une scène particulièrement difficile. Les contrôleurs aériens étaient au courant de la présence des deux avions. John Cox et son équipe doivent donc découvrir comment une telle tragédie a pu avoir lieu. Au mois de février 1991, deux avions se sont percutés sur une piste de l'aéroport de Los Angeles. L'enquête du NTSB ne tarde pas à découvrir la cause de l'accident. On en a conclu que c'était la faute de la contrôleuse aérienne. Elle a oublié qu'elle avait demandé au petit appareil de SkyWest de patienter sur la piste. Il lui est sorti de l'esprit. USR Unité 493, autorisation d'atterrir, piste 24 gauche. À certains moments de la journée, les contrôleurs aériens ont parfois l'impression que leur tête va exploser. Dans les aéroports très fréquentés, ils peuvent facilement oublier la position de certains de leurs avions. Les aiguilleurs du ciel ont pour mission de maintenir une distance de sécurité entre les avions. Les pistes sont les endroits les plus dangereux. Lorsqu'un avion est en approche ou qu'il s'apprête à décoller, la piste devient un lieu sacré sur lequel aucun autre véhicule n'a le droit de pénétrer. Lorsque ce lieu sacré est violé, la catastrophe survient. En mars 1977, deux 747 se sont percutés sur une piste de l'aéroport de Tenerife aux îles Canaries. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrop
Un épais brouillard a entraîné des erreurs de communication entre les pilotes et les contrôleurs aériens, une erreur humaine que la technologie n'a pas détectée. Contrôler le trafic aérien est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Cette piste est fermée, dirigez-vous. Allez à gauche, bravo, pour laisser la place à... Un 777 arrive, allez à gauche, bravo. Les contrôleurs des grands aéroports, comme celui de New York, peuvent gérer jusqu'à 100 vols par heure. Depuis les années 50, la majorité de ces aéroports sont équipés de radars qui surveillent le trafic. Les radars au sol émettent des ondes radio renvoyées par les avions. Leur position peut ainsi être surveillée par la tour. Mais les contrôleurs doivent manuellement associer chaque écho-radar avec l'indicatif radio de chaque avion. C'est un travail fastidieux. Par ailleurs, les signaux peuvent être déviés par une forte pluie, la neige ou le brouillard. Les radars de surface avec lesquels nous travaillons ont leurs limites. Il y a parfois des interruptions de transmission ou des faux signaux. Mais une équipe basée à Syracuse dans l'État de New York a trouvé une solution. Un équipement de détection de surface baptisé ASDX. Lorsqu'un avion traverse l'aéroport, son transpondeur envoie des données telles que l'indicatif radio du vol. Des capteurs situés le long des pistes reçoivent ce signal, permettant au système de suivre en permanence le déplacement de l'avion. Il n'existe aucun angle mort et les capteurs fonctionnent quelle que soit la météo. Les données sont transmises à la tour de contrôle et affichées sur l'écran du ASDX. Celui-ci montre en permanence la progression du trafic sur le plan de l'aéroport. Les contrôleurs peuvent rapidement empêcher les collisions. Nul besoin d'identifier manuellement les avions, car le système affiche automatiquement les indicatifs radio de chaque vol. Lorsque les avions roulent sur les pistes, des lignes vertes indiquent aux contrôleurs de bloquer le reste du trafic. Une fois le danger passé, ils peuvent à nouveau diriger les appareils vers ces pistes. Le système ASDX a récemment été installé à JFK et aujourd'hui, ils vont en avoir grand besoin. Un 757 procède à un atterrissage d'urgence après avoir signalé la présence de fumée dans le cockpit. Contact au sol à 121,9, mais ils veulent inspecter l'appareil. Dans le pire des cas, ils vont déployer les toboggans et on aura des gens partout. Je ne veux aucun avion sur Alpha et Bravo. Personne. Si les passagers doivent être évacués, les aiguilleurs risquent de devoir fermer des pistes. Lorsque c'est le cas, l'écran l'indique par une croix. Et si un avion approche de cette piste, ASDX émet une alerte sonore. Selon les scénarios, les avertissements vont de 15 secondes à moins de 10 secondes. Mais il faut bien comprendre que moins de 10 secondes peuvent suffire à éviter le pire. ASDX peut fortement réduire les risques qu'une tragédie comme celle du vol US-Air Unité 493 se reproduise. En 2009, 17 aéroports américains sont équipés de ce système, y compris LX. Et aucun n'a eu à déplorer de collision sur les pistes. Les chercheurs de chez Boeing développent un nouveau système anti-collision, cette fois-ci pour le cockpit. Voilà un 777. Ces pilotes le testent en simulateur dans le brouillard de l'aéroport international de San Francisco. Il va décoller devant nous. Ils s'engagent sur la piste 19 gauche et attendent l'autorisation de décoller. Boeing 001 demande autorisation de décollage. Mais il y a un problème. J'attends toujours mon autorisation de décoller. Et juste derrière moi, je vois un avion qui s'apprête à atterrir. Il est à 3 km/h. Tour de contrôle, ici Boeing Unité. Un avion va atterrir piste 19 gauche. Devons-nous nous écarter? On a perdu le contact, commandant. Il est trop près à mon goût. Ici Boeing Unité. Un avion arrive derrière nous. Nous quittons la piste. Il est à 1 km, commandant. 800 mètres. Il se rapproche. Il est tout près. Sans l'avertissement du système, la tragédie n'aurait pas pu être évitée.
Aujourd'hui, les collisions sur les pistes ou en plein vol, les incendies cachés et les dépassements de pistes sont évités grâce à des décennies d'innovation technologique. Alors que le transport aérien réduit constamment les distances, des scientifiques continuent de développer de nouvelles technologies pour rendre le ciel encore plus sûr.